Bienvenue pour cette journée exceptionnelle. Bienvenue à toutes et à tous pour cette journée exceptionnelle des rencontres économiques du monde arabe. Cette année, vous l'aurez compris, il est donc question des femmes et je suis vraiment honorée de modérer cette première table ronde de cette journée qui a pour titre donc le leadership et empowerment féminin, vision, enjeux et perspectives. Tout un programme. Je vous propose tout de suite, sans plus attendre, de vous présenter nos 4 invités qui vont participer donc à cette table ronde. 4 femmes inspirantes. Je les remercie d'avance d'être présentes avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous présenter depuis le Maroc Madame Nadia Feta Alaoui, ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'économie sociale. Merci d'être avec nous en cette journée pour parler de sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, car vous êtes aussi fondatrice du Club des femmes administratrices, une association qui aide les femmes à accéder au conseil d'administration et à des postes décisionnaires. Avec nous également, Princesse Intisar Al-Sabah, vous êtes membre de la famille royale du Koweït, chef d'entreprise, et vous avez créé la fondation Intisar, qui a pour ambition, écoutez bien, d'autonomiser d'ici 2040 1 million de femmes arabes, un sacré défi. Et vous prenez, l'empowerment à travers l'art, le théâtre, le rire, la danse. On en parlera évidemment ensemble tout à l'heure. Troisième femme à nous rejoindre donc aujourd'hui, Salma Al-Rachid. On peut vous présenter comme la porte-voix des femmes saoudiennes au niveau international. Vous avez notamment été nommée Sherpa pour le Women 20, le G20 féminin. Sur le terrain, vous êtes avocate en chef au sein de l'organisation Al-Narda qui aide à autonomiser les Saoudiennes économiquement et socialement à travers des projets de développement. Et puis, je vous la présente, mais beaucoup de femmes la connaissent à travers le monde. Notre 4e invitée, Chiara Corazza, c'est une femme du monde car elle sillonne la planète depuis des années. Vous avez été notamment l'ambassadrice du Grand Paris, la recherche d'investisseurs pendant des années, mais vous êtes depuis donc 2018 la présidente du Women's Forum, la voix des femmes à travers le monde, qui mise notamment sur l'accès des femmes aux métiers de la nouvelle technologie, les STEM, ça c'est votre dada. C'est un secteur d'avenir qui se doit d'être féminin selon vous. Et puis un détail qui n'en est pas un, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, une distinction que vous avez reçue des mains de Madame Christine Lagarde, qui n'est autre, vous le savez toutes, ancienne patronne du FMI et aujourd'hui à la tête de la BCE, la Banque Centrale Européenne. À noter, Madame Chiara Corazza, vous êtes aussi administratrice du Arab International Women's Forum, donc le monde arabe, ça va, vous connaissez bien, donc vous êtes vraiment là pour nous parler de tout ça. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer au vif, dans le cœur du sujet. Parfois, les mots sont importants. Empowerment, ce mot-là, il est très puissant, mais un petit peu utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. Et pourtant, il veut dire beaucoup, il est incontournable en ce 21e siècle. J'aimerais que chacune d'entre vous, à tour de rôle, vous nous donniez votre propre définition de l'empowerment et comment vous-même vous avez réussi à faire votre empowerment. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par Madame la ministre Nadia Feta Alaoui. Racontez-nous votre définition de l'empowerment. Bien. Bonjour, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'invitation et surtout pour le choix de cette thématique qui m'est chère et je suis sûre chère à toutes les dames qui sont avec moi aujourd'hui dans ce panel. Alors rapidement pour moi, la définition on va dire personnelle de l'empowerment, c'est être en action et pas en réaction. C'est être libre, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, la liberté, et être autonome. Et ça se matérialiserait par le fait de pouvoir diriger et décider. Donc décider, c'est l'acceptation de cet empowerment dans un objectif de savoir être un leader et d'accepter de prendre souvent les décisions difficiles ou pas les plus heureuses, mais voilà rapidement ce que ça pourrait être ma définition de l'empowerment.
Et comment vous-même, vous avez accédé à votre empowerment? Vous avez évolué dans un milieu d'hommes, un milieu masculin, notamment dans le monde de l'assurance. Vous racontez, quand vous confiez un petit peu votre parcours, parfois il fallait faire votre place au milieu de ces hommes. Comment vous y êtes parvenu? Alors, ma carrière a eu 2 étapes, c'est-à-dire dans les 10 premières années, j'étais dans des milieux extrêmement masculins, où on m'expliquait d'ailleurs que je faisais des métiers d'hommes et que c'était pas normal que je sois là en étant une femme, mais j'ai pris les postes que d'autres ne voulaient pas parce que c'était à des moments compliqués où c'était pas forcément garanti de succès, mais les sujets m'intéressaient tellement que je me suis affranchie, on va dire, du genre. Et j'ai pris ce qui se présentait à moi. Dans une deuxième étape, en revanche, j'ai eu la chance de travailler dans un groupe d'assurance extrêmement féminin, en fait, où les comités de direction étaient en majorité féminins. Et c'est un contexte qui m'a permis, en fait, de gravir les échelons sans trop de difficultés. Donc, je voudrais pas expliquer que ça a été dans des moments difficiles. Au contraire, ça a été un environnement relativement, on va dire, féminin, plutôt bienveillant, très très dur en termes d'efforts, de mission, de challenge, mais ça s'est fait plutôt rapidement. Mais pendant ce chemin, j'ai regardé quand même en dehors de mon groupe et j'ai vu qu'on était une exception. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on m'a donné des postes un peu plus compliqués ou des responsabilités plus compliquées, je n'avais pas le droit de les refuser. Il fallait que je les prenne parce qu'avoir la chance de gravir les échelons, d'avoir une responsabilité et ne pas le prendre, ça aurait pas été responsable et raisonnable de ma part. Vous avez le sentiment que quand on est une femme, il faut malgré tout travailler plus, prouver plus ses compétences? Plutôt oui, et ça c'est un reproche que je me ferai personnellement et peut-être à beaucoup d'êtres femmes. On a souvent, on va dire, tendance à vouloir être les bonnes élèves. Et donc j'entends beaucoup parler du choix d'un dirigeant femme ou d'un manager femme parce que nous sommes rigoureuses, disciplinées, travailleuses. Et aujourd'hui, chemin faisant, j'aimerais mettre en avant d'autres, on va dire d'autres qualités. On ne nous prend pas dans les équipes parce que nous sommes visionnaires et stratèges. J'entends rarement parler de ces qualificatifs quand on parle des femmes. Et ça, c'est un autre chemin. Et c'est le chemin que, on va dire, c'est la bataille des années qui viennent pour moi, de dire on travaille dur, c'est sûr, mais pas seulement. Et pour accéder d'un poste, on va dire, de numéro 2 à numéro 1, travailler dur et sérieusement ne suffit pas. Et il faut qu'on mette en avant les autres qualités que nous avons, que nous sommes visionnaires, que nous sommes stratèges et que nous avons des projets pour nos entreprises et nos sociétés. Merci Madame la Ministre. Je passe la parole maintenant à Princesse Intisar Al-Sabah. Votre vision depuis le Koweït et surtout votre ressenti à vous. Comment avez-vous réussi votre empowerment et quelle serait votre définition de l'empowerment? Merci beaucoup à tous. Excusez-moi, je comprends le français, mais je préfère parler en anglais parce que c'est plus facile pour moi. It's an honor and a pleasure to be among inspiring and. Pour moi, c'est quelque chose de très inspirant. Je suis très heureuse. J'ai le privilège d'être ici. Pour répondre à votre question, Isabelle, sur ce qu'est l'empowerment, l'autonomisation et comment je l'ai appliqué moi-même, je vais vous donner un petit peu une historique pour ce qui concerne. Je suis née dans une famille très aimante, avec un père et une mère très aimantes. J'ai jamais été battue, malgré le fait que ceci était une menace. J'ai eu une enfance confortable. Je me suis mariée assez jeune, à 20 ans, c'était mon choix. Et tout d'un coup, je me suis trouvée dans cette vie où j'ai réalisé qu'après 3 ans, j'avais été abusée, utilisée mentalement et physiquement. Et avec le recul, je me suis posé la question de savoir pourquoi ceci s'est passé.
Je n'ai jamais dit à ma famille que j'étais abusée. J'ai gardé cela pour moi parce que j'avais honte. Et bon, par rapport à ce qui se passait dans ma vie. Et ceci m'a permis d'atteindre l'autonomisation, l'empowerment, plus tard. Ça m'a pris 4 ans pour m'en sortir. J'avais une relation qui n'était pas saine. J'étais dans cette relation-là et pendant ce temps-là, je ne pensais pas, bon, c'était pas vraiment que j'avais ce que je méritais, mais je pensais devoir rester dans cette situation pour diverses raisons, à cause de mes enfants, à cause de ce que les gens diraient et ce que ma famille dirait, parce que j'avais honte et donc je suis restée dans cette situation pendant 4 ans. Ensuite, heureusement, j'ai quitté cette situation, je suis arrivée à m'en sortir et ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc, pour ce qui concerne la définition de l'empowerment, en tant que femme, on oublie d'appliquer l'empowerment. On ne réalise pas notre valeur. Pas à cause de la société, de la famille, des enfants, du travail. Mais il faut pouvoir se mettre à l'avant et nos besoins. On remplit notre coupe, pour ainsi dire, pour pouvoir donner aux autres. Et pendant plusieurs années, je ne suis pas mise à l'avant et je n'appliquais pas l'empowerment. Au contraire, je mettais mes enfants à l'avant, tout le monde à l'avant, et par rapport à moi. Donc, pour répondre à votre question, c'est mon histoire et celle des femmes avec lesquelles je travaille. Une fois qu'elles réalisent que elles doivent se mettre en premier plan, qu'elles ont une valeur et qu'elles le méritent et qu'elles ont le droit de se mettre en avant, là, les choses progressent. Une fois qu'on se met à l'avant et on oublie ce que les gens pourraient dire, que, par exemple, qu'on est égoïste, les choses fonctionnent à ce moment-là. En étant puissante à l'intérieur de moi-même, à ce moment-là, je peux soutenir ma famille, mes amis, mes collègues et tirer le meilleur pour ce qui les concerne. Et ceci commence avec l'empowerment. Ces paroles très fortes et très personnelles. And if you allow me to... Je peux me permettre, donc la raison pour laquelle j'ai dit ça, voilà, c'est mon histoire de honte, pour ainsi dire. C'est l'une des choses qu'on fait pour faire progresser nos femmes. On leur permet de partager leur histoire par rapport à la honte. Une fois qu'elles ont donc partagé leurs histoires, à ce moment-là, elles sont libres, elles sont libérées pour représenter vraiment ce qu'elles sont. C'est mon histoire pour moi-même, à part mes proches. Mais une fois que j'ai le courage d'en parler, à ce moment-là, ce ne m'a plus tenue prisonnière, ça m'a plus découragée et c'est ce qui m'a permis de progresser, de m'épanouir et c'est ce qui se passe avec nos femmes. Quand elles parlent de leurs histoires, quand elles se mettent à la place d'autres femmes et qu'elles proposent d'autres possibilités, à ce moment-là, bon, quand elles sont plus confiantes, qu'elles sont plus courageuses, à ce moment-là, l'empowerment a lieu. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais ça en vaut la peine. J'aimerais peut-être donner la parole maintenant à Salma Al-Rachid. Vous êtes la porte-voix des femmes saoudiennes, mais vous, en tant que femme saoudienne, comment vous réagissez à ce courage exprimé? L'empowerment, pour vous, votre définition, c'est aussi prendre le pouvoir sur soi-même en tant que femme en Arabie Saoudite. C'est important.
Thank you very much, Isabelle. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Isabelle, et bonjour. Je réalise que quand c'est un événement virtuel, on a plusieurs participants du monde entier. Je vais remercier d'abord Jacques Lang pour sa participation, ses efforts incroyables dans le cadre de cet événement. Et je suis très heureuse de partager cette conférence avec des conférenciers, conférencières très célèbres. Et je m'excuse à l'avance si certaines interventions ne correspondent pas directement aux questions, parce que je compte en fait sur l'interprétariat, sur le chat pour pouvoir participer aujourd'hui. Mon français, j'ai fait 3 ans de français, donc je regrette beaucoup de ne pas pouvoir continuer en français. Malheureusement, c'est la situation. Selon moi, l'empowerment est un concept à plusieurs niveaux. Comme Sa Majesté l'a indiqué, il faut établir ce sens d'urgence, d'avoir le choix parmi les filles et les femmes qui étant leurs compétences pour pouvoir être autonomes et contrôler leur vie, leur environnement, mais aussi dans leur communauté, pour s'assurer que l'environnement où les femmes et les filles vivent et travaillent soit un environnement favorable par les réactions, par les politiques, du point de vue socio-culturel, par rapport aux barrières qui sont présentes, que ce soit à domicile, au niveau personnel, dans la communauté, au niveau du public, au niveau politique et au niveau public. Donc l'empowerment, ça consiste à travailler avec et en collaboration avec ceux et celles qu'on sert. Et ceux et celles auxquels on donne l'empowerment, il faut pouvoir faire en sorte que leur coupe soit pleine et que leur rôle, que leur position leur permettent d'autonomiser les autres, de s'assurer que leur coupe soit vraiment pleine et d'utiliser cela et s'assurer qu'il y ait des sauvegardes en place pour réagir par rapport aux besoins, aux rôles et aux responsabilités des femmes dans leurs circonstances personnelles et de pouvoir réagir avec des politiques, des écosystèmes qui les autonomisent. Il s'agit d'avoir l'égalité entre tous et toutes. Cette première intervention, je passe la parole à Chiara Corazza. Alors, vous avez grandi aussi et évolué professionnellement dans un monde masculin. J'aimerais avoir votre sentiment, votre ressenti de cet empowerment. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que vous êtes une femme inspirante, on peut vous prendre pour modèle pour beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'économie et qui veulent représenter aussi et faire leur place. Racontez-nous, vous, votre parcours et comment vous avez réussi à gravir aussi les échelons et à faire votre place en tant que femme. Merci infiniment Isabelle et merci de tout cœur de m'avoir associée à ces formidables panels d'amis. Et puis vous l'avez dit, le monde arabe m'est très cher, j'ai beaucoup d'amis dans le monde arabe. C'est des pays où je vais depuis mon enfance, à commencer par le Liban qui est un peu ma patrie d'adoption, où je suis citoyenne d'honneur et de Béchar et de Beyrouth. Et j'adore ce monde en pleine évolution et je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait qu'on apprenne tous quand on parle de rôle modèle. Il y a énormément de rôles modèles dans le monde arabe. Il y a énormément de femmes exceptionnelles dans le monde arabe. Et je pense qu'on pense toujours aux pays dits nordiques, disant voilà, ils sont avancés. Eh ben non. Je vous raconterai plein d'histoires. Moi, j'ai appris énormément avec mes amis du monde arabe et je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui. Alors, quand on parle d'empowerment, pour moi, la chose plus importante, c'est le pouvoir de choisir. C'est le pouvoir de prendre en main sa destinée. Et ça passe bien entendu par l'indépendance économique, l'autonomie financière, mais c'est aussi et surtout, la ministre l'a dit, la capacité de décider, d'avoir les cartes en main pour dessiner la vie qu'on veut mener, l'économie et la société qu'on souhaite, pour avoir les clés de réussir et faire ce qu'on souhaite faire. La capacité d'inventer les métiers du futur, vous l'avez dit, c'est bien mon dada, je tiens énormément à ce que les femmes autant que les hommes puissent être là pour transformer le monde. Mais c'est aussi avoir une vision.
C'est la capacité d'avoir une vision, de savoir où on va, d'avoir une ambition, pas pour soi-même, pour des projets, avoir le courage de les porter. Et ce n'est pas toujours facile. Et c'est un peu ça qui est un peu mon moteur toute ma vie, d'avoir une ambition pour des projets, soulever des montagnes et y arriver. Et puis, bien entendu, le pouvoir d'influencer, le pouvoir de dire ce qu'on a envie de faire, de participer à la politique, de contribuer à l'intérêt général, avoir un impact positif, agir, être au table des négociations. Et ça passe beaucoup par la confiance en soi, par la détermination. Et vous avez dit, autour de la table, il y a des formidables rôles modèles, des formidables femmes qui donnent envie aux jeunes de faire. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, ça passe aussi par les réseaux, si vous me permettez. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'est la force des autres qui nous donne la force. C'est l'énergie positive des autres qui nous donne la force. C'est ce qu'on retrouve quand on va à une réunion de l'Arab International Women's Forum ou du Women's Forum. On se sent pas seul. On se connaît ensemble. On sent qu'on peut y arriver. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'empowerment. Cette solidarité, cette sororité, comme on dit en Afrique. Cette capacité de mener ensemble les mêmes objectifs. Voilà ce qui est pour moi l'empowerment. Bien entendu, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à obtenir. Et une fois de plus, je voudrais vraiment saluer les efforts qui sont faits, notamment dans des instances qui ont le pouvoir de faire avancer les choses par certains pays. Et je voudrais vous raconter tout à l'heure plein d'anecdotes. En ce qui me concerne, je ne suis pas sûre que je suis empowerment. Pour moi, le plus dur, depuis que je suis toute petite et que je veux changer le monde avec mes deux sœurs, donc on est un trio de choc, si j'ose dire, ça a été toujours de dépasser ma timidité, mon horreur de prendre la parole en public, mon horreur de prendre la lumière, mon horreur de devoir me montrer. Je suis quelqu'un qui adorerait être dans l'ombre, caché et faire avancer les choses. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas possible, qu'il faut être là, il faut se montrer, parce que si on ne se montre pas, si on n'est pas visible, on ne compte pas. Donc, ça a été ça, mon plus grand défi. Et je pense que maintenant, après 42 ans de carrière, effectivement, où j'étais toujours au milieu des hommes, et voilà, je pense. Alors, il y a une chose que je voudrais raconter très rapidement. Pour moi, une très belle aventure d'empowerment, c'était en 2009, quand avec Christine Lagarde, nous avons invité à Paris 200 femmes du monde arabe pour l'Arab International Women's Forum, Building Bridges Between Europe and Arab world. Et en fait, je les avais invitées pas du tout en tant que femmes. À l'époque, je vendais les tours de la Défense plutôt que les projets du Grand Paris. Donc, je les avais invitées pour qu'elles découvrent les pépites et soient les premières à pouvoir investir. Donc, en femme. Et c'était formidable parce que on a créé vraiment des passerelles, on a créé des échanges et la plupart sont devenus des amis. Et je pense que c'est une façon d'empower, c'est reconnaître le rôle des personnes, pas en fonction du genre. Le talent n'a pas de genre, comme dit toujours notre amie la ministre Elisabeth Moreno. Le talent n'a pas de genre, le talent se dit talent et ça peut s'exprimer dans tous les domaines. Et quand on le reconnaît pour des femmes, on leur donne ce pouvoir de dire voilà, je suis là, on mérite parce que je suis quelqu'un qui peut faire avancer les choses. C'est une façon de donner l'empowerment. Merci Chiara, merci beaucoup. Je crois qu'on est beaucoup à se reconnaître un petit peu dans vos paroles. Hein. Il faut se dépasser, prendre la parole, oser dire les choses, même quand on est peut-être d'une nature timide, vous voyez. Et pour les autres, il y a aussi les fortes en gueule, si on peut dire, et puis les plus timides. Et l'essentiel, c'est d'y arriver. Et vous êtes là justement pour partager vos expériences, vos vécus et vos ressentis. Merci beaucoup pour ces témoignages. Alors, on poursuit cette table ronde avec cette deuxième thématique. Et Chiara, vous êtes formidable. Vous m'avez donné, vous me faites la transition, si je puis dire. Il est question donc aujourd'hui de ces femmes du monde arabe. On voit, il y a eu des progrès en matière d'éducation, mais on le voit sur le marché du travail. Et encore, les femmes ont encore des difficultés à intégrer ce marché du travail. Et puis à s'écarter surtout des secteurs qui sont traditionnellement féminins, et puis encore plus difficile d'aller plus haut vers des carrières, vers des postes à responsabilité. Vous qui êtes avec nous, vous y êtes parvenus. Moi, j'ai une question un petit peu, on va résumer ça en quelques mots. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile quand on est une femme du monde arabe d'accéder à un leadership? Alors, j'aimerais tout d'abord, Madame la Ministre, puisque vous-même, vous êtes arrivée à un poste ministériel, racontez-nous,
Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre analyse de ces femmes? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? Est-ce qu'il reste encore des obstacles d'ordre culturel? Il y a aussi des systèmes législatifs qui nous aident et parfois qui aident pas ces femmes à accéder au leadership. Madame Nadia Al-Fatawi. D'accord. Bien, écoutez, comme vous le disiez, il y a eu des progrès, certes. Il y a encore un mouvement, on va dire, positif et constructif pour encourager l'accès des femmes à l'emploi et aux postes de on peut pas se voiler la face et les chiffres de la crise sont venus nous rappeler en fait à quel point les acquis sont fragiles alors que le chemin est encore long. À la première crise et au bout de 2-3 mois on fait des marches arrière qui sont vraiment on va dire presque effrayantes parce que ce qu'on pensait chaque étape qu'on pensait avoir gagnée n'est pas encore acquise et il faut continuer le combat. Maintenant, je voudrais d'abord parler de l'éducation, puisqu'en fait, on a encore dans le monde entier des millions de jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école, et la clé passe par l'éducation. Alors, bon, il faut qu'on voit le verre à moitié vide et à moitié plein. Il y a encore énormément de choses à faire pour l'éducation des jeunes femmes, notamment dans les milieux ruraux. Aussi pour les études supérieures, parce qu'on a encore, on va dire, des traditions qui font que les femmes sont plutôt, on va dire, destinées à être des femmes au foyer. Mais de l'autre côté, ce que je voulais dire, et je parle de notre pays en tout cas, nous voyons quand même que dans les universités, dans les grandes écoles, la proportion des jeunes femmes est en train d'évoluer sérieusement. Et c'est pour ça que je veux être positive, parce que ce qui importe pour on va dire, l'emploi de demain et les postes de responsabilité de demain, c'est qu'on ait suffisamment de jeunes femmes et de femmes qui ont des niveaux d'éducation qui sont suffisamment développés, en fait, pour pouvoir accéder à ces postes. Et donc, il faut continuer l'éducation de base, mais il faut encourager ces filles qui ont eu le courage de poursuivre des études dans le monde universitaire, dans les grandes écoles. Donc, le taux des ingénieurs au Maroc, on est quasiment à la parité. Donc, ça me donne espoir pour l'avenir. Maintenant, on a quand même des points extrêmement importants. Il y a plus de 150 pays dans le monde, et dont beaucoup de pays arabes, qui continuent à avoir des lois discriminatoires à l'égard des femmes. Donc, il faut qu'on légifère. J'y reviendrai peut-être dans la prochaine question pour expliquer mon point de vue par rapport à ça. Il faut également travailler sur l'inclusion financière des femmes. On sait elles ont moins accès on va dire, au financement. Elles sont moins encouragées à l'entrepreneuriat. Les femmes, en fait, quand elles y arrivent, c'est parce qu'on leur donne, on va dire, des postes, au meilleur des cas, de management, mais la femme entrepreneur a vraiment besoin d'être encouragée. Et ce qui est très surprenant dans notre monde, c'est que, en tout cas dans notre pays, c'est qu'énormément de femmes sont des chefs de ménage. Donc, dès qu'il s'agit, on va dire, de sujets alimentaires, parce que la femme doit subvenir aux besoins de sa petite famille, ça ne pose de problème à personne. On accepte qu'elle soit financièrement la chef de ménage. En revanche, on va se cacher derrière notre culture, parfois derrière notre religion, pour lui refuser bien d'autres, on va dire, positions de leadership. Cette femme qui va travailler très dur, parfois sans éducation, dans des conditions compliquées, qui éduque ses enfants, quand il s'agit qu'elles prennent des décisions majeures pour l'éducation de leurs enfants, pour les destinées de ses enfants, elle n'est plus, on va dire, la femme en responsabilité. Et ça, je pense qu'on se cache vraiment derrière notre culture pour refuser aux femmes, on va dire, toute cette position, on va dire, de leadership qu'elles méritent et on va dire, qu'elles défendent au quotidien. Donc, beaucoup à faire sur l'éducation, sur la loi et également dans les réseaux, parce que ça, c'est aussi une thématique importante. Voilà rapidement ce que je pourrais répondre à cette question. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci, Madame la Ministre. Je passe la parole à présent à Princesse Intisar Al-Sabah au Koweït. Justement, comment vous réagissez-vous à ce que vient de dire Madame la Ministre
au Maroc. Est-ce qu'il y a aussi ces blocages qui sont liés à la religion, où parfois on cantonne les femmes au foyer, on freine leur accès à l'éducation. En tout cas, à partir d'un certain moment, on voit les jeunes femmes disparaître des cursus supérieurs. Est-ce que c'est la même chose chez vous au Koweït? Et vous, comment, avec votre fondation qui agissait donc sur le terrain pour accompagner ces femmes, comment vous les aidez justement à accéder à un certain leadership? I love this question, and I will continue on what her. Alors, vraiment, c'est une excellente question. Et pour exactement continuer, comme le disait Madame le ministre, je pense que Koweït, c'est peut-être un peu différent. Nous avons de jeunes femmes, de jeunes filles, donc qui ont d'excellentes notes, qui ont donc accès à l'université. Donc c'est pour cela qu'en fait, le gouvernement a dû mettre un quota en place pour les garçons, pour les écoles d'ingénieurs ou les écoles de médecine, parce que sinon, il y aurait 80 ou 90% de femmes dans ces écoles. Par conséquent, eh bien, on sait comment mettre en place des quotas pour les hommes, mais pas encore pour les femmes. Donc, c'est pour cela, ici, qu'il faut aussi pouvoir exiger ce même quota de représentativité dans le pays, dans d'autres organes du pays. Alors, les femmes sont très éduquées, avec un très haut niveau d'éducation, comme cela a déjà été dit, que ce soit des écoles de médecine, eh bien, elles ont ici les meilleures notes, que ce soit à l'université. Et je pense aussi ici que c'est très important parce qu'en effet, eh bien, il faut absolument aller au-delà de cet aspect d'éducation seulement. C'est en dehors de l'éducation que vraiment les limitations existent. Mais nous avons donc eu ici la première directrice au Koweït de Kuna, qui est une agence de médias, aussi recteur d'université. Et nous avons aussi beaucoup d'histoires à succès à partager, mais malheureusement, il n'y a pas encore de lien qui est réalisé. En fait, tout est en silo. Alors évidemment, oui, il y a des sources d'inspiration qui existent. Ces femmes sont des rôles modèles, évidemment. Mais moi aussi, j'ai dû faire face à ces limitations, à ces restrictions, jusqu'à ce que je puisse réaliser que, oui, en fait, c'est moi qui me limite. En fait, la façon dont j'ai envie de réfléchir ou mes ambitions, eh bien, je suis la seule ici à me limiter. Et pour moi, par conséquent, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire, justement. Tout d'abord, il faut que l'on puisse échanger entre femmes, parce qu'en effet, les femmes savent coopérer, et lorsqu'on coopère, on peut faire des miracles. Alors encore une fois, pour revenir à l'université, je pense en effet que pour que l'université mette en place des quotas 50% femmes et 50% d'hommes et de femmes pour qu'il y ait la parité, ici, ça a été important et donc les choses ont évolué parce que les hommes, ont voulu faire ici. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse aussi en tant que femmes. Il en va de même. Que ce soit pour la représentation gouvernementale ici, mais aussi pour cette représentation diplomatique. Et dans ces trois secteurs, il en va de même. Même si au Koweït, les femmes représentent près de 50% de la force de travail. Mais par contre, évidemment, une toute petite représentation au niveau du leadership. Alors, est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est le gouvernement? Ou alors est-ce que c'est aussi, notre propre limitation de nos propres ambitions? Et je pense qu'en fait, c'est une combinaison. Mais je pense aussi qu'on on limite soi-même ses ambitions. Donc par conséquent, pour moi, si on pouvait ici réfléchir déjà différemment, travailler ensemble, grâce à cette coopération, je sais qu'on pourrait atteindre ici
des objectifs ambitieux. Alors oui, maintenant ça fait des millénaires qu'on nous dit que les hommes sont supérieurs. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut croire tout simplement que les femmes sont aussi supérieures que les hommes. Justement, Salma Al-Rachid, vous, pour les femmes saoudiennes, il y a aussi des mesures qui sont prises depuis quelques années maintenant pour l'autonomisation des femmes. Elles ont le droit de conduire. Ça a beaucoup fait parler à travers le monde, mais est-ce que ça suffit? Je sais que sur le terrain, vous-même, vous avez beaucoup agi pour que les femmes se présentent aussi en tant que candidates au niveau donc politique, pour qu'elles votent. Après, au niveau des universités, comment ça se passe justement en Arabie Saoudite? Est-ce que les femmes arrivent à avoir accès à des carrières qui sont dites plus masculines aujourd'hui? Est-ce que c'est en train de changer? Quels sont encore les obstacles qui restent à franchir en Arabie Saoudite? Thank you, Isabel. And I'll start by driving the car is not enough. Merci. Merci, Isabelle. Eh bien, c'est vrai que c'est parfait maintenant que de pouvoir conduire, évidemment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça ne suffisait pas, évidemment. Mais c'est vraiment ici, au sein du royaume, un moment clé. Je dirais que nous sommes vraiment ici dans une phase où on cherche à diversifier aussi l'économie. C'est vrai qu'ici, eh bien, si nous voulons être un pays ambitieux, ceci n'est possible ici que grâce à la participation des femmes. Un tiers ici de toutes ces initiatives doit avoir des stratégies ici de prospérité qui doivent intégrer les femmes. Parce qu'en effet, il faut une volonté politique forte pour pouvoir mettre en place ces réformes, pour permettre ici de réaliser cette vision. Et je sais que ça a déjà été mentionné avec les différents systèmes, donc c'est vraiment une combinaison ici, c'est ce que l'on peut voir. Et que pour la société, ici, en Arabie Saoudite, eh bien, on a vu vraiment cette augmentation. Et je pense que ça, c'est très important dans l'ensemble des secteurs. Alors, ici, au nom de notre conseil, eh bien, les femmes représentent 20%. Notre comité des droits humains représente ici 50% de femmes. Nous avons aussi des femmes ambassadeurs, des femmes ministres. Donc, dans le privé, ici, eh bien, il y a beaucoup de femmes également à des postes de leadership. Un groupe de la Banque mondiale a aussi ici détecté que pour les pays où il y a eu le plus d'amélioration de la situation des femmes, eh bien, c'était dans 6 pays, notamment en Arabie Saoudite, où vraiment c'était les pays qui ont mis en place le plus de réformes, en tout cas ces dernières années. Alors c'est vrai que pendant la présidence de l'Arabie Saoudite du G20, j'ai ici pu participer au G20 féminin. Et c'est très important parce que ici, cela permet de prendre en compte eh bien, la question du genre, de la parité, afin de pouvoir reprendre des engagements, des initiatives en faveur de cette parité. Et c'est aussi important parce qu'avec l'organisation pour laquelle je travaille, eh bien, nous avons saisi cette opportunité de pouvoir ici avoir ce forum mondial pour mettre en place des dialogues nationaux dans l'ensemble du royaume et créer des processus à la base pour identifier des priorités et pour pouvoir vraiment tout simplement eh bien entendre de la part de la société civile, de la part des femmes, eh bien quelles étaient ici ces recommandations. Nous les avons donc ensuite compilées dans un guide et ces 39 recommandations ici, que ce soit l'inclusion financière, l'inclusion numérique, l'entrepreneuriat des femmes, eh bien grâce à différents experts,
eh bien, nous avons ici développé ces recommandations aussi qui concernent l'inclusion s'agissant de la prise de décision. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une participation ici des femmes dans le domaine public et privé. Et par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est vrai que les femmes sont très importantes dans notre région, mais il faut qu'il y ait aussi la volonté politique. Il faut qu'il y ait, eh bien, les réglementations qui soient en place. Parce qu'il y a toujours encore des politiques à l'heure actuelle qui sont discriminatoires vis-à-vis des femmes, et nous voulons voir ces réformes aller au-delà, continuer, pour éliminer ici ces barrières, et pouvoir ici revenir sur ces aspects si importants. Des quotas tout à l'heure. Madame Christine Lagarde récemment s'est exprimée aussi en faveur des quotas pour les femmes. J'aimerais avoir votre avis sur la question, Chiara, si vous le voulez bien, et aussi que vous nous donniez justement ces exemples dans le monde arabe, parce que je crois que parfois, eh bien, c'est assez surprenant, justement dans les filières que vous défendez, les STEM, eh bien, dans le monde arabe, eh bien, souvent la porte s'entrouvre plus pour les femmes. Il y a moins cette notion de gender qui freine justement l'évolution des femmes. Donnez-nous votre analyse justement sur peut-être les quotas, en faut-il ou pas, et dans le monde arabe, comment ça se passe? Quelle est votre analyse selon vous? Je vais peut-être commencer par la deuxième partie, puisque ça correspond au discours que vient de tenir Salma. Je veux d'abord témoigner que j'ai participé activement l'année dernière aux travaux sous la présidence saoudienne, et il y a eu énormément d'avancées, énormément de choses intéressantes. Je représente le secteur privé de la France au sein d'Empower Alliance, et il y a vraiment eu des avancées extrêmement importantes, et pour le secteur privé et pour le secteur public. Et notamment, je voudrais souligner qu'il y a un paradoxe. C'est vrai qu'il y a un avantage comparatif dans le monde arabe, y compris dans des pays comme l'Algérie, où vous avez près de 50% de femmes qui sont dans le métier STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, mathématiques, ingénierie, qui sont ceux qui donnent les clés d'accès à la transition énergétique, au changement du monde en cours. Donc, c'est des métiers extrêmement importants, et c'est pour ça que j'insiste tellement que les femmes doivent avoir les mêmes opportunités que les hommes pour être dans ce type de compétences qui leur permettent d'avoir les clés de succès. Là, on peut vraiment peser et influencer. Alors, ce que je constate, c'est que vous avez en Arabie Saoudite plus de 60% de femmes ingénieures. Vous avez dans les Émirats 65%. Qu'au Koweït, j'ai des amis qui sont patronnes de banques, qui sont patronnes dans la finance, extrêmement actives. C'est un pays qui m'a toujours impressionné par le nombre de femmes à très haut niveau dans la finance. Mais effectivement, il y a les mêmes problèmes que dans le monde, donc ce n'est pas un problème du monde arabe. Actuellement, vous avez 52% de la force du travail qui est représentée par les femmes et qui contribue seulement à 34% de la création des richesses dans le monde. Si on avait une égalité des femmes dans le monde économique, notre partenaire McKinsey le rappelle toujours, on pourrait créer d'ici 2025 240 millions d'emplois et ajouter 28 trilliards au PIB mondial, avec une augmentation de 2 chiffres dans des pays comme l'Arabie Saoudite, mais aussi le Canada, etc. Donc, c'est juste un gaspillage, permettez-moi d'utiliser ce terme, de se priver des femmes dans la vie économique. Alors, nous, on n'oppose pas les femmes et les hommes au Women's Forum, jamais. On n'est pas en compétition avec les hommes. Mais on constate que, par exemple, pendant la crise, vous avez les entreprises avec une gouvernance majoritairement féminine ont surperformé de 34%. Donc, c'est une évidence que la diversité apporte quelque chose. Et moi, je voudrais revenir, pardon, après je réponds à la question rapidement sur les quotas, à ce qui disait Son Altesse Intizar Al-Sabah. Le problème n'est pas les compétences, parce qu'on le voit, les compétences sont là. Le nombre de femmes qui sont actives et qui ont les compétences nécessaires. Le problème, c'est les stéréotypes, conscients et inconscients, qui existent dans le monde entier. Et je voudrais, pas pour rassurer la princesse, mais pour vous dire que c'est quelque chose qui est commun, y compris dans les pays du G7. Et nous avons fait un baromètre au Women's Forum et je voudrais partager 2 chiffres. L'une, c'est que 1 personne sur 4 dans les pays du G7 est convaincue, hommes et femmes, que le cerveau des femmes est différent de celui des hommes, que les femmes donc doivent s'adresser à la littérature et que les hommes par contre plutôt aux métiers scientifiques. Que donc c'est normal que 32% des filles, je parle des pays du G7, qui cumulent 62% de la richesse mondiale, que 32 de filles s'entendent dire
ne fais pas ça, c'est trop dur pour toi, tu n'es pas doué pour ça. Point. Deuxième chiffre que je voulais partager, parce que c'est là le problème. 53% des femmes et d'hommes des pays du G7 sont convaincus qu'on ne peut pas être une bonne mère et en même temps mener une carrière. 53%. Et le chiffre est de 52% pour les femmes. Donc c'est nous, comme vous disiez tout à l'heure, qui nous auto-convainquons que nous ne pouvons pas. Et nous auto-censurons, nous ne pouvons pas. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que je rejoins ce que vous venez de dire. Par exemple, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée et m'a beaucoup stimulée chez mes amis au gouvernement. J'ai plein d'amis ministres formidables dans le gouvernement émirati. Et quand j'ai préparé mes propositions vis-à-vis des pays des G7 pour leur dire qu'il faut augmenter les congés paternité, elles m'ont dit, mais oui, c'est bien d'avoir 2 semaines de congés paternité payés, mais ce serait encore mieux s'il y avait 2 jours avant l'accouchement. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et me disent, mais comme ça, la mère va à la clinique en pensant simplement à la chose la plus importante, c'est d'avoir un enfant. Que c'est l'homme qui prend en charge mentalement, la charge de l'organisation de la vie familiale, etc. Et bien entendu, elle prend des habitudes, change complètement les mentalités. Donc c'est pour vous dire que c'est une idée brillantissime et que personne d'autre au monde n'y avait pensé. Nous le portons maintenant au chef d'État et des gouvernements, mais c'est une façon de changer les mentalités. C'est pas un gadget. Et c'est ça qui est important. Et alors, pour les quotas, c'est la même chose. Pour les quotas, vous pouvez pas imaginer des quotas si vous préparez pas le fameux vivier. C'est-à-dire, on peut pas du jour au lendemain avoir dans les COMEX des ingénieurs, en fait, ceux qui prennent les décisions vraiment, parce que dans les COMEX, il faut que vous ayez des gens qui sont opérationnels, parce que si on met les habituels de la communication ou du marketing ou des ressources humaines qui sont formidables, c'est le moment de décider où on fait un pont, on fera toujours appel au fameux ingénieur qui est un homme. Donc, ce qu'il faut, c'est préparer les pipelines pour qu'il y ait autant d'ingénieurs, d'experts en cybersécurité, des data, en fait, ceux qui ont l'énergie, ceux qui peuvent prendre les décisions financières. Et ça, c'est préparer les viviers. Donc, moi, je suis très favorable au quota, non seulement dans le board. Vous avez vu le succès de la loi Copé-Zimmermann en disant on est devenu la France le pays champion au monde avec 46% des femmes dans les boards. Et ça, ce n'est pas simplement formidable pour les femmes, mais c'est formidable pour l'entreprise. Parce qu'on a professionnalisé les boards. On a dit j'ai besoin d'un profil d'international, j'ai besoin d'un profil de financière. Alors qu'avant, les hommes s'est coopté un peu entre eux. Donc, on a professionnalisé en choisissant les profils dont on avait besoin. Et bien entendu, les entreprises ont maintenant un point de vue beaucoup plus différent. Et une fois de plus, je dis pas que les hommes sont moins bons que les femmes ou que les femmes sont meilleures que les hommes. Jamais. Je dis juste qu'on apporte cette diversité qui crée la richesse. Et j'ai le même processus pour les COMEX. Et donc, je suis très heureuse que la France, et Marie-Pierre Rixain, qui est la présidente de la délégation de droits de femmes à l'Assemblée nationale, a annoncé le 8 mars qu'elle dépose une loi, qui est issue d'ailleurs des réflexions communes auxquelles j'ai participé, sur comment faire en sorte que non seulement on ait une représentation juste et paritaire des femmes dans les boards, mais aussi dans les instances de décision qu'en France on appelle COMEX ou CODIR, mais qui sont en fait la gouvernance de l'entreprise. Et ce qui est important, j'insiste, c'est faire en sorte que on puisse promouvoir tout au long de leur vie les filles et les femmes, les attirer dans les entreprises et les garder. Parce que c'est plus difficile de garder les talents, et on revient à ce que vous disiez, et Salma, et Nadia, et Intissar, c'est les garder, qu'elles reviennent, et qu'elles se sentent à l'aise dans l'entreprise, et qu'elles puissent y faire carrière, et arriver là où elles ont le place de décision. Donc, oui, les quotas, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, laissez le temps de préparer, et surtout des quotas qui fassent sens. Pas des chiffres, mais la qualité de ceux qui peuvent vraiment prendre des décisions. Merci Chiara. Oui, le temps passe vite. Le temps passe vite. Merci. On a parlé donc des femmes, de l'entrepreneuriat au féminin, d'éducation aussi et de quotas et de leadership. Impossible, hélas, cette année de débattre de la question de la place des femmes dans l'économie, de leur empowerment, de leur leadership, qu'il s'agisse du monde arabe ou de la planète tout entière, sans prendre en compte cette incroyable période que nous traversons, à laquelle nous
nous confronter depuis un an, c'est bien sûr cette période de pandémie. C'est une véritable crise qui touche la planète entière. Elle touche les femmes en première ligne, souvent, et elles sont justement en première ligne, les premières de corvée, comme on les a baptisées en France. Madame la ministre Nadia, si vous voulez bien, vous êtes donc ministre du Tourisme, du Transport aérien et de l'artisanat. Vous avez donc touché de très près cet impact de la crise Covid sur les femmes. Justement, quel bilan vous dressez aujourd'hui et quels sont les leviers qu'il faut agiter là aujourd'hui, dont il faut se servir pour que les femmes s'en sortent parce qu'elles sont les plus impactées par cette crise. Nadia Fatah Alaoui, s'il vous plaît. Absolument, comme vous le disiez, cette crise a probablement redévoilé beaucoup de maux de nos sociétés, particulièrement des challenges et des difficultés que vivent les femmes. Elles ont toutes été exemplaires dans la gestion de cette crise à gérer leur foyer, à enseigner à leurs enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école. Elles ont fait un boulot extraordinaire au niveau, on va dire, des soins et de la gestion de la sanitaire de la crise. Mais en même temps, on a vu que c'était les premières à perdre leurs emplois, à faire les frais des décisions de chômage partiel, sans parler de difficultés bien plus douloureuses qui sont de la violence pure et dure faite aux femmes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a l'impression de faire des progrès, nous les faisons certes, mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce qu'à la moindre crise, les tentations sont grandes pour remettre en cause en fait la place de la femme comme étant, on va dire, le choix le plus simple de reléguer en fait à la deuxième position ces femmes en fait comme étant, on va dire, moins aptes d'abord à participer à la gestion de la crise. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est pas propre à nos pays, on l'a vu partout. Pendant que ces femmes subvenaient aux besoins de leur famille, éduquaient leurs enfants, continuaient dans leurs emplois, ce n'était pas elles qui étaient invitées par les médias, auprès des grands leaders d'opinion, pour donner, on va dire, leur stratégie, leurs recommandations pour la gestion de la crise. Et c'est assez symptomatique, en fait, on va dire, d'un mal universel, de nous remettre à chaque fois dans une case, on va dire, de celles sur lesquelles on peut compter, mais pas celles qui peuvent avoir une vision. Maintenant, je voudrais nuancer mes propos. Comme vous le disiez, dans mon portefeuille, en fait, nous travaillons en plus du tourisme qui est extrêmement sinistré, mais également sur l'artisanat et les coopératives. Ce que nous avons observé curieusement en 2020, c'est un nombre assez extraordinaire de créations de coopératives et de coopératives féminines, parce que ces femmes qui étaient face à ce désarroi de la crise ont compris que travailler ensemble dans un format qui est extraordinaire autour de l'économie sociale, ont été en mesure, on va dire, d'être innovantes, d'être créatives, pour pouvoir faire preuve de résilience face à cette crise. Donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que les acquis sont précieux, mais sont fragiles. Il faut qu'on crie maintenant et pas faire un diagnostic et un bilan post-crise. C'est le moment de dire que nous ne sommes pas d'accord, les femmes, pour qu'à la moindre tempête, on revienne, on va dire, à des anciennes méthodes, et que c'est le moment de légiférer aussi et davantage de réformes pour pouvoir faire une meilleure place dans ces périodes difficiles que traverse l'humanité. Voilà. Merci Madame la Ministre. On va être obligé d'aller un petit peu vite parce que le temps passe trop vite et on arrive à la fin bientôt de cette table ronde. Une réaction, Princesse Intisar, vous voulez autonomiser 1 million de femmes d'ici 2040. C'est un défi incroyable avec cette crise. Vous agissez sur le terrain avec le théâtre, le rire, la danse. C'est peut-être la solution en cette crise pandémique, d'aider les femmes, d'accompagner les femmes à s'émanciper. I would like to share with you what's happening with our women. So we're working with refugees, very vulnerable refugees. Partager maintenant ce qu'on fait. Donc, on travaille avec les réfugiés et avec les PME
avec les femmes qui ont été affectées par la crise, donc à ces deux niveaux, et c'est intéressant de voir que les deux groupes ont en fait partagent la même histoire. Certaines sont dans une classe élevée à moyenne et dans le premier groupe, et ensuite les autres, avant d'être réfugiés, avaient des bas revenus, alors que l'autre groupe était dans le commerce. Donc, elles avaient les mêmes pensées, elles partageaient les mêmes objectifs pour pouvoir devoir faire plus et se sortir de la situation dans laquelle elles étaient. Donc, on a soutenu les deux groupes. On a vu des changements dans les deux groupes et c'est intéressant de voir que l'une des femmes les plus vulnérables qu'on aidait, après 4 mois de thérapie, elle a géré toutes sortes de programmes de leadership et après 4 mois, elle a réalisé. Donc, premièrement, bon, vous allez être choqués, son mari était abusif, il lui donnait pas d'argent. Donc, c'était vraiment terrible comme situation. Et après 4 mois, elle a réalisé c'était elle qui gagnait l'argent et son mari le prenait et l'utilisait. Et après 4 mois, elle a réalisé que c'était elle qui gagnait l'argent, c'était son argent à elle. Il avait aucun droit de le prendre et de la battre et de la maltraiter. Après 4 mois, elle a décidé de le quitter et de prendre les enfants, parce qu'elle abusait aussi les enfants de son mari, et de leur donner une nouvelle vie. L'argent était le sien, mais elle a accepté quand même d'être abusée, d'être maltraitée. Donc, même les femmes qui sont dans le commerce, les femmes d'affaires, elles ne croient pas à leur valeur. C'est pour ça que je fais un travail de plaidoyer auprès d'elles. Les femmes devraient soutenir d'autres femmes. Quand cela se passe, on barrière pour les deux, on soutient des centaines de milliers de femmes. Et la raison pour laquelle donc en fait on a des tribus, on a des politiques qui sont dominées par les hommes, et notre culture est vraiment stagnante dans la supériorité des hommes, et on est tous égaux, personne n'est meilleur que l'autre. Mais si cela n'est pas appliqué par le gouvernement, l'égalité des hommes et des femmes, les femmes ne vont pas sortir de cette mentalité de manque et de manque de confiance en soi. Les hommes ne vont pas permettre aux femmes d'avoir un rôle à moins qu'ils soient forcés de le faire. Et à ce moment-là, les choses vont changer. Et partager vos témoignages encore très longtemps. En un mot aussi, Salma, Rachid, un mot par rapport à cette crise. Et puis après, Chiara, pour la conclusion, s'il vous plaît. Thank you. So real quick, we as representatives of civil society in Saudi Arabia. Très rapidement, en tant que représentant de la société civile en Saudi Arabie, on a continué à renforcer le rôle des femmes dans le domaine du travail, le monde du travail. Il y a une progression de 39% au cours du premier trimestre l'année dernière, et ensuite 32%. Il y a encore beaucoup à faire. Ce qu'on observe en tant que saoudienne, oui, les choses vont dans le bon sens, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il faut faire progresser les choses. On va perdre 36 ans avec cette crise pour arriver à la parité. Il faudra presque 135, 136 ans pour y arriver. Un mot pour encourager les femmes à s'empouvoirer, comme on dit en bon français.
Alors moi, beaucoup d'optimisme. Je voudrais finir sur une note optimiste en disant que c'est vrai, la pandémie nous a fragilisé, le risque est de revenir au Moyen-Âge. Mais, nous avons une opportunité. Nous avons une énorme opportunité parce qu'on a montré qu'on était capable de faire face. On a démontré qu'on était là sur tout le front. Donc, moi, je plaide pour une chicanerie, pour une nouvelle renaissance, pour une autre façon de penser, un changement de paradigme où les femmes sont vraiment au cœur de cette relance, au cœur des décisions, au cœur de l'économie, de la société, du progrès scientifique. Donc, cette chicanerie, et je vous donne rendez-vous à toutes pour un moment où on va, tout au long de l'année, porter cette idée de vraiment changer la mentalité de la façon de penser et surtout le faire au moment du G20, qui est sous présidence italienne. Et nous allons expliquer et démontrer et convaincre les chefs d'État et des gouvernements, les leaders politiques et les leaders économiques que on peut faire une relance plus juste pour tous, qui est celle inclusive, qui est la chicanerie. Donc, rendez-vous tout au long de l'année avec nous et je suis vraiment heureuse d'avoir pu participer avec ces femmes incroyables qui font tellement. Et j'aimerais vraiment on a besoin de votre soutien pour que partout dans le monde, on fasse passer ces messages. Et vive la chicanerie, vive nous les femmes. Et les plans de relance se feront avec les femmes. On est bien d'accord, toutes les 5. Merci à toutes les 4 d'avoir participé. Comme je le disais, on serait resté encore longtemps ensemble à discuter, mais il y a d'autres tables rondes et vraiment passionnantes tout au long de cette journée. Et justement, je voudrais vous dire à tous et à toutes qui vous nous avez suivis un peu partout à travers le monde arabe, mais pas seulement. Restez connectés, restez avec nous, car je passe la main à la deuxième table ronde qui va suivre d'ici un petit quart d'heure, après une petite pause de networking. Alors, cette deuxième table ronde, c'est de l'éducation aux ressources humaines. Quel tremplin et accélérateur de carrière dans les STEM. Oh là là, on en a déjà parlé, mais ça risque d'être aussi passionnant. Merci donc. Merci pour votre attention à toutes. Merci pour votre participation et avoir partagé votre expérience. Et restez connectés, restez en ligne. Les journées économiques du monde arabe, ça continue. Merci. Bravo. Merci encore.